Tiers-livre, chaîne littérature. Je mets l'appareil à m'entendre. L'autre jour, je vous ai dit, je pense qu'on est peu en France, mais quand même quelques-uns, à avoir chez nous l'intégrale, les œuvres provisoirement complètes de Pierre Bergogneau. Pour vous montrer que c'est pas du flan, je les ai toutes prises dans l'étagère du bas et je les ai empilées. Probablement que si je fouille à droite, à gauche, en haut, en bas, je vais en trouver encore quelques-uns. Ça fait drôle de parler par-dessus une telle muraille. En plus, ça pèse. Si le Bergou il était là, il dirait bientôt ça va peser autant que moi. J'ai mes préférés là-dedans. Par exemple, je vais parler de ce tout petit truc qu'au départ, c'était fait avec le salon du livre de Montreuil. Ça, c'est l'original. Mais Pierre voulait que ce soit imprimé sur du papier boucherie. Vous savez, ces espèces de papier craft comme autrefois. Maintenant, il n'y a plus de boucherie. J'en avais racheté un par précaution l'autre jour. Un petit manuel de grammaire où il redéfinit les noms, les verbes, et où il fabrique lui-même les exemples de langue. Ça, c'est vraiment du Bergou collector. J'ai aussi La mort de Brune. Je crois que ça serait peut-être mon préféré de tous les préférés. C'est quoi La mort de Brune? Rien. C'est la ville de Brive, autrefois, avec ces hangars où on joue, la boutique du photographe, le livre de Faulkner qu'on trouve un jour par hasard à la bibliothèque municipale. On ne comprend rien à la langue et puis ça vous renverse pour toute la vie. Ou bien tout à la fin, cet événement historique considérable, la première station-service qui vient s'implanter à la sortie de ville. Et puis ça y est, la ville est reliée au monde. Voilà, ça c'est mon Bergogneau. Eh ben, croyez-le si vous voulez, il continue de m'en envoyer. D'ailleurs, c'était dans le dernier service de presse, un truc qui était chez Fata Morgana, illustré. Et de quoi ça parle? De la question du livre et de la mutation numérique. Il est comme ça, Bergogneau. Et juste là, à peine 2 jours, 3 jours après mon service de presse, je ne sais pas si je vais pouvoir parler tout le temps derrière cette muraille ou si on fait... Les tout petits enfants aiment bien... Oh, un Michon, l'empereur d'Occident, qui s'est égaré là. Où celui-là, tiens. 2 Bergogneau pour le prix d'un seul. Dialogue de Gabriel et de Pierre. Les petits gamins, ils aiment bien, ils font une énorme montagne. Pellier, c'était chez Floyd, autrefois, ces petits livres reliés étoiles, où il parlait de son rapport au masque africain. 30 mots, j'avais bien aimé ce truc de vocabulaire. Encore un Michon, la grande beune. Non mais Michon, toi t'es ailleurs. Didier Danax, La mort en dédicace. Ouais, là en fait j'avais fait un truc Verdier. Jean-Jacques Salgon, 07 et autres récits. Abbé de Michon. Michon, c'est celui qui m'avait amené chez Verdier. Et après, c'est moi qui avais amené Bergou et Denax. Catherine, c'était son premier livre. La Maison Rose, un très beau aussi. Il y avait L'arbre sur la rivière. Waouh! Est-ce que je vais être capable d'aller au bout de la vidéo, puisque je ne suis pas un tout petit enfant, sans renverser la montagne Bergogneau qui m'accompagne. Il y a des reflets blancs, si je le tourne vers les tranches, ça va faire un arc-en-ciel. Je prends du risque. Bon, allez, on est parti. Je pousse cela. Et ce matin, donc, lettre immédiatement reconnaissable. Des fois, j'en ai offert en cadeau, puisqu'il y a les timbres. Moi aussi, je suis allé à la poste pour envoyer des livres de tiers-livre éditeur. Mais je fais quoi? Des petites vignettes imprimées? Ben non, là, c'est des timbres de collection. Si je les regarde, c'est quoi? Il y a une église Notre-Dame-des-Champs, Avranches, musée-bibliothèque Grenoble, château de Vitré et Grand Palais, Paris. Donc déjà, rien que ça, puis le monsieur François Bon, vous reconnaissez que c'est du Bergou, mais en plus, c'est écrit derrière. Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe? Je n'ai pas pu m'en retenir de l'ouvrir. Tract Gallimard, 3,90, 2 livres pour le prix d'un seul. Pierre Bergogneau, faute d'égalité. Pour François, quelques généralités fraternellement. Dans un éblouissant avant-propos
ajouté après coup à sa célèbre étude sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, 1903, Max Weber se demande à quels enchaînements de circonstances on doit imputer l'apparition dans la civilisation occidentale et uniquement dans celle-ci de phénomènes qui ont revêtu une signification universelle. C'est bizarre parce que je ne m'attendais pas à ça, mais il n'y a pas de couverture, c'est juste un petit livret. Est-ce qu'il est collé, agrafé? Non, il est bien... Si, il est agrafé. On voit ici les deux agrafes. C'est une collection faite par Gallimard que je ne connaissais pas, mars 2019. Pierre Bergogneau entreprend ici de saisir les origines et la signification du soulèvement social que la France a vécu ces derniers mois. Il enracine sa réflexion dans l'histoire des nations et des idées occidentales. Par contre, cette idée du tract, ces jours-ci, moi je pense au même truc. Ça, c'est toujours bizarre de dire qu'on pense à quelque chose, qu'on y pensait avant de recevoir quelque chose qui l'illustre. Il faut que je fasse gaffe aux ombres de mon petit projo à 20 € chez Brico Dépôt. Je voudrais casser cette dimension aussi du livre en print on demand. Et pour ça, arriver à ce que font mes copains Julien Simon, Neil Jomutsi ou Martin Page, Colline Pierret, cette idée du petit tract, du texte court. Mais ça, je ne peux pas le faire en print on demand. Je peux descendre qu'à 40 pages. Mais j'aimerais bien, enfin, je sens qu'on est dans quelque chose qui... Allez, qu'est-ce qu'il m'envoie, Pierre Bergogneau? C'est chez Galilée, un livre qui s'appelle Lundi. Il y a des chapitres. Premier chapitre, 3 pages. Deuxième chapitre, 3 pages. Quatrième chapitre, 4 pages. Cinquième chapitre. Alors, je ne sais pas d'où ça sort, ces lundis. Qu'est-ce qui fait que Bergogneau, chaque lundi, pendant 2 mois d'affilée, ça ressemble un peu à l'été 80 de Marguerite Duras, vous croyez? Je ne sais pas. Les jours de la semaine étaient voués chacun à une divinité dont le nom affleure toujours. C'est à un astre mort que le lundi emprunte le sien, et la vie qu'on menait ce jour-là, il n'y a pas si longtemps encore, s'en ressentait. On était aux prises, du matin au soir, avec d'obscurs maléfices auxquels on n'était jamais sûr d'échapper. En voici quelques-uns. Donc Bergogneau sur des maléfices. Ouais, moi, le maléfice du lundi, c'est toujours le lundi que je fais ma compta, toujours le lundi que je fais l'administration. Le lundi, c'est toujours un jour où il y a peu d'écriture pour soi ou de jouer au travail pour soi. Peut-être, je ne savais pas que ça tenait aussi à l'étymologie du mot. Et si je me pousse la tête, j'arrive presque aussi haut que ces livres-là. Début octobre 1960, j'entre en 5e et on vient de m'offrir un vélo que j'utilise parfois, pas toujours. Il y a dans le milieu violet où la vie semble engluée, je ne sais quel fourmillement que je mets au compte des idées folles engendrées par ce moment précis de la journée, de la semaine. 200 mètres plus loin, je surprends du coin de l'œil un petit attroupement à mi-hauteur de la rue Toulzac sur ma droite, que je trouve très insolite et ne m'explique pas. Rien ne m'empêcherait de pousser jusque-là pour être fixé, mais l'instant est à ce point chargé d'incertitude, d'inquiétude, que seule la stricte observance d'habitudes serrées, plus ou moins invétérées, me permettra d'échapper au sortilège du lundi. Je poursuis mon chemin, enfile l'étroite rue résidentielle qui, passée l'avenue de Bordeaux, mène à la partie basse du lycée. L'avenue qui conduit à la partie haute, rendue dangereuse par la circulation, les autobus surtout. Autre chose encore me trouble. La rue est plongée dans une complète obscurité où palpite à peine la falote lueur du phare de mon vélo. Je connais la route à force et tiens le milieu de la chaussée pour ne pas accrocher le mur invisible, mais vraisemblablement existant encore des maisons et des jardins. Rien ne vient en face, dont je ne m'étonne pas comme il faudrait. Je me dis que le maléfice a joué. Ce n'est pas dans mon imagination, mais réellement, que la population a été frappée d'un sommeil létal. Moi seul éveillé, perdu dans les ténèbres, anxieux, triste, mais conscient, vivant. 2 odeurs très particulières, pareillement désagréables, annonçaient l'approche du lycée. Par le bas, l'une de lait suri, l'autre de sueur fermentée. On aurait dit qu'un nourrisson géant reposait dans son vomi sur de vieux copeaux ou de la sueur, comme je me souviens qu'on en épandait dans la litière des chats ou sur le plancher des magasins. Même le mot « sueur », comme on l'utilise plus souvent.
Les jours de pluie, la fausse pluie, c'était une scierie qui tournait en plein air, sous un hangar au toit surélevé, avec son banc de coupe, les empilements de planches, d'os, de madriers, de traverses de chemin de fer. Le nourrisson, une laiterie qui s'éveillait dans un clair fracas de bidons entrechoqués lorsque je passais. Les odeurs étaient bien là, fidèles, aigres. Mais la scierie, la laiterie et tout le quartier, perdu dans les ténèbres où j'étais entré, passé l'avenue de Bordeaux, silencieux, absenté, inexistant peut-être. Je suppose que l'attroupement de la rue Toulzac, la nuit opaque où j'étais entré, ensuite, l'absence de circulation en vis-à-vis m'avait sourdement alerté. De quoi ? J'étais à 100 lieues de l'imaginer. Je savais bien que le sommeil de Comte, dont la ville aurait été frappée, tenait à la fermeture des commerces. Le lundi, quand les salariés du public et du privé reprenaient, comme les scolaires, dans les rares usines de la périphérie, à la scierie, à la laiterie où ils faisaient résonner les gros bidons d'aluminium, hurler les grandes scies circulaires dans les grumes de bois dur. Toujours est-il que j'ai freiné à bloc, quand le petit papillon blême du phare s'est reflété dans l'eau sans que j'aie d'abord réalisé que c'était l'eau. Elle était là, noire comme la nuit, silencieuse, perfide, très inattendue, et d'autant plus incontestable que rien ne semblait plus exister dans le silence et l'obscurité. Bien sûr, il avait beaucoup plu les jours précédents. Mais comment supposer que la rivière sortirait nuitamment de son lit pour noyer la moitié de l'agglomération ? Le ciel avait imperceptiblement pâli, et je contemplais sans l'aide du phare qui n'éclairait qu'en roulant, le lac d'encre qui baignait le quartier. J'ai fait demi-tour, récupéré l'avenue de Bordeaux où la circulation était à peu près nulle parce qu'on se heurtait partout à l'inondation, et rallié le lycée par sa partie haute, la partie basse noyée. On a coupé ce matin-là aux interrogations byzantines. Bon, j'ai ouvert au hasard. Donc, mon premier repérage, ça a été ça, une dizaine de textes, chacun sur lundi. Et ça me renvoie à ce que j'ai développé ailleurs, y compris dans ce bouquin où j'ai regroupé tous mes articles sur Bergou, Michon, Dadin, etc., qui s'appelle Contemporain, sur Tiers Livre Éditeur, sur l'idée du travail de Bergogneau comme puzzle. C'est-à-dire que Brive, on la retrouve dans je ne sais pas combien de livres. Là, il y a un texte aussi un lundi avec son père. C'est l'orphelin. Il y a un lundi sur quand on partait en prépa de Brive à Limoges. C'est la mue, et ainsi de suite. Et là, même cette traversée en vélo, il dit j'allais au collège. Bon, c'est la mort de brume dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'arbre sur la rivière. C'est-à-dire que le travail de Pierre, c'est toujours les mêmes éléments, ils sont récurrents, et puis soit on les prend et on en fait des zooms, on les pousse à côté, c'est-à-dire bizarrement, on arrive en vélo, la route est coupée par la flotte, il faut faire un grand tour. Tiens, comme par hasard, on se retrouve un petit peu chez Proust avec du côté de chez Swann ou du côté de chez Guermantes, et puis que bien plus tard, il s'apercevra qu'on peut très bien faire partir par un côté et revenir par l'autre. Mais, ou alors, soit simplement, c'est les mêmes événements, les mêmes choses exactement, mais selon l'âge du narrateur, elles sont dites autrement, elles sont racontées autrement. C'est-à-dire qu'on diffracte toujours le même point de réalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fabrique une espèce de puzzle, oui, où tout redevient un tableau continu. Si on s'éloigne, oui, c'est ça la loi du puzzle. Mais quand on est tout près, si les pièces peuvent coexister les unes avec les autres, c'est qu'on n'est jamais dans quelque chose qui tient strictement à la réalité. Je vous ai dit, là, par exemple, les plus gros, c'est ce qu'il appelle, il y en a deux ou trois, les carnets de notes chez Verdier. Moi, j'avais jamais su que dans ces gros machins, ça voulait dire que Pierre, tous les jours, dans ses pratiques intensives d'écriture, il y avait aussi une phase de journal, de journal du quotidien. C'est plus compliqué que ça. Tout le premier tome, vous savez, c'est le chemin où lui progresse vers sa propre écriture, son premier livre, mais où ça se tient par un truc beaucoup plus dramatique qu'il n'avait jamais exploré, mais c'est revenir 20 ans après sur le moment où son beau-frère, le gars qui avait épousé la sœur de Catherine, son épouse. Catherine, c'est le premier livre, pour ça que j'ai le droit de dire le nom.
après un accident idiot, tombé dans une crevasse, dans une balade en montagne, mais c'était pas des sportifs, c'est vraiment bam, le hasard, l'arbitraire, le truc. À un moment donné, il faut prendre la décision de débrancher celui qui est dans le coma. Et c'est Bergogneau qui le fait. Qu'est-ce que, des 20 ans après, ça le travaille toujours, ce texte. Tout le carnet de notes, vous pouvez le relire. Il y a le chemin vers le premier livre, mais ce qui s'écrit, c'est autre chose. Et puis, moi, ensuite, je suis un acteur ça m'arrive. Mais vous savez aussi que dans la grosse chemise que j'ai, parce que c'est dans ces époques-là, on s'écrivait énormément, des fois 3 fois par semaine, je vais avoir 600 pages, là, 600 feuilles de lettres de Pierre, et puis réciproquement, encore que lui c'est toujours un peu plus long, c'est normal. Mais si je regarde la même date de ma lettre, et puis que je compare avec le carnet, on s'aperçoit qu'il y a une recomposition fictive qui est tout aussi méticuleuse. Voilà, c'est tout. C'est chez Galilée. Et il faut quand même le savoir. Dans l'œuvre de Bergogneau, donc il y a cette série Gallimard qui a été une espèce de colonne vertébrale. Et puis petit à petit, il y a eu toutes ces choses transverses et qui ont pris progressivement une place de plus en plus importante. Justement parce que ça parle littérature, hein, Rimbaud, ou grammaire, hein, ou de l'étymologie, ou des mots, ou de la préhistoire, hein. Et puis, ou simplement parce qu'on reprend ces petites choses, et là que simplement on envoie une espèce de diffraction, la diffraction du lundi sur les différentes périodes de la vie qu'on a traversées soi. Et puis vous avez vu la phrase, comme ça va droit, comme ça pulse, comme c'est rigoureux. Et là, Bergogneau, on le reconnaît toujours. Lorsque rien d'anormal ne se produisait et que je rentrais à midi, il faisait gris même, me semble-t-il, à la belle saison. Je peux lire juste les premières phrases. Comme ça. Qui est-ce qui travaillera un jour sur cette idée du gris et du monochrome chez Bergou ? C'est pas quelqu'un de couleur. Est-ce que le fait que Bergou ne travaille pas la couleur, est-ce que ça tient au fait qu'avant mai 68, on vivait tous dans des fringues grises, dans des maisons grises, dans des voitures grises, et que la couleur, elle est venue avec la couleur dans Paris Match, avec les télévisions couleur, avec l'imprimerie en couleur, les magazines en couleur. Bon, moi, je sais bien, c'était entre 63 et 65. Pierre, il a 50 plus que moi, donc ces choses-là... ça tient, c'est des petites choses, mais c'est ça qui fabrique le sentiment littéraire. Parce qu'elle n'a pas à aider mon père dans son commerce, ma mère prépare souvent des crêpes le lundi. Première phrase. Si vous voulez savoir ce qui se passe avec sa mère et les crêpes, vous commandez. Soit mon père siégeait à l'assemblée de quelque association d'anciens combattants, d'œuvres laïques, de pêcheurs, soit il était à la pêche, justement, mais celle-ci accusait, elle aussi, le funeste empire des lundis. Et la pêche à la ligne, si vous vous souvenez il a fait tout un petit livre sur comment fabriquer des mouches pour la pêche à la truite. Et ça aussi, c'est bizarre dans la vie de Bergogneau. Je vous parlais de ce recueil d'entretien entre lui et son frère. Comment, à un moment donné, avec l'écriture, oui, il a continué à souder, il a continué à tronçonner. C'est le genre de mec qui achète des vieilles grenades dans les casses, qui est tout surpris que ça lui pète à la gueule en disant « Ouais, j'ai eu de la chance. » Partir, rompre l'anneau du boulevard circulaire, le cycle des lundis, le mutisme des choses, tandis que l'air était plein de propos inutiles, insane, cacophonique. Le soir, au conservatoire, telle fut ma chance quand je désespérais de composer, encore bien longtemps. Conservatoire, à Brive, ces leçons de piano, ça aussi, ça traverse plein de livres, cette distance à la musique. Est-ce qui naît comme ça ? Est-ce que l'écriture repousse ? Je n'ai même pas fini ma phrase tout à l'heure. À un moment donné, oui, il continue à souder tout ça, à tronçonner, mais fini. La chasse depuis très longtemps, la pêche depuis peut-être moins longtemps, mais comment l'écriture a soufflé même ce qui lui semblait un héritage tout à fait naturel dans le rapport à la nature par pêche et chasse. Alors que pourtant ce rapport à l'histoire et à la mémoire, là aussi dans ses bouquins, ça fait une espèce de tronc,
Je me suis retrouvé du jour au lendemain à des lieux de l'art interne. Il ne m'a fallu qu'un bref instant pour réaliser que c'était, sous les dehors rébarbatifs d'un pensionnat de garçons, l'endroit idéal pour renaître libre de tout ce qui m'avait gâché la vie jusqu'ici. Plus du solfège ni de piano, de dessin industriel, de sport de combat, imaginez-le. Plus de galopade à 5 heures, du lycée à la maison. Et de là jusqu'à l'hôtel Renaissance, plus d'attente misérable entre la Nationale 89, l'eau courroucée, le tunnel, les escarpements, les mauvais taillis. Bon, je ne vais pas tout le lire, ça vous donne la tonalité, ça vous donne l'entreprise, ça vous donne pourquoi un petit bouquin et comme on peut être surpris de ces choses très brèves que Pierre Bergogneau insère, comme cette idée de tract, là, justement uniquement sur les mouvements sociaux récents. Et ça, évidemment, il n'est pas question d'en parler avant de l'avoir lu. Comment ces choses-là viennent s'insérer par rapport à cette colonne vertébrale continue des livres. Putain, si j'en prends comme ça par... Qu'est-ce que c'est celui-là ? Le bois du chapitre, la demeure des ombres. Le premier mot, récit, la mue essentielle, la bête faramineuse. Un moment où au tout début, il aurait pu partir dans quelque chose d'écriture quasiment fantastique. L'orphelin sur la mort du père, la Toussaint, ce pas et le suivant. Quand même, c'était vachement bien, la vie, quand on avait le droit de devenir écrivain. C'est vrai que Bergou, ça n'a pas été tout le temps évident. Hein. Il était prof de collège, presque jusqu'au bout de son âge. C'est juste tout à la fin, 4 ans avant, qu'il a glissé qu'il est parti aux Beaux-Arts de Paris donner son cours de littérature. Donc, quand on a des gamins en classe, il est hors de question de travailler pour soi. Donc, il y avait toujours cette rupture au mois de juillet, dans laquelle justement il y avait la ferraille, souder, abattre les bois, faire de la maçonnerie, et avec juste un petit repli des lettres, des bouts de carnet probablement. Et puis, c'est ensuite du retour à Paris le 1er août, et du 1er août jusqu'au 10 septembre, avant la rentrée scolaire, que chacun de ces bouquins s'écrivait. Ah, post-scriptum. Je ne vous ai même pas dit, mais je ne le sais pas moi-même, comment on peut se procurer ça. Vous croyez que vous le trouverez qu'il y a des librairies, probablement quelques dizaines de librairies en France. Il y a dans la même collection Régis Debray, l'Europe fantôme. Ça, c'est pour moi qui irai lire ça. Eri De Luca, Europe, mais mise à feu. Par contre, Eri De Luca, oui. Alors peut-être que les librairies se mettent à mettre ça devant les caisses, je ne sais pas combien c'est vendu, ça doit pas être vendu. 3,90 €. Mais c'est ça qui est vachement étrange. Les gens comme moi, nos choses comme ça sur le vif, nos interventions en direct, il y a longtemps qu'elles sont sur le web et uniquement sur le web. Donc ça ne se vend pas 3,90 € et on tire la langue. Elle n'est pas finie, la mutation de toute chose. Dans quoi on s'est embarqué. Moi, mes lundis, c'est YouTube. Mais c'est lundi tous les jours pour le conjurer. Le maléfice. Oh, mais si, il faut que j'en fasse un petit post-scriptum 2. J'avais commencé à ranger tous les bouquins. Et qu'est-ce qui était tombé en cours de route ? Encore tout un paquet de petits Bergou. Pierre Bergogneau, Aubazine, Pierre Bergogneau, Une passion française, Faulkner par Bergogneau, Pierre Bergogneau, Esthétisme du machinisme agricole, et sont jusqu'à Faulkner, Pierre Bergogneau, Raconter l'essence du récit rationnel, Pierre Bergogneau, La notice chez William Blake. Alors, croyez-moi, La notice probablement je l'ai lu, mais je me rappelle plus du tout de quoi que ça cause. Et j'ai même pas honte. C'est un tout, un ensemble, un arbre. Et encore, je viens de retrouver le plus petit Bergogneau qui était tombé à côté. Pierre Bergogneau, lettre de réclamation à la Régie du Temps, paru chez Circa 1924. C'est un espèce de pliage. Et puis mon plus grand Bergogneau, Pierre Bergogneau, sidérothérapie. Croyez-le,
C'est chez Tarabuste, qui était aussi l'éditeur de mon copain Limaz, qui a fichu son la semaine dernière.